Donc bonjour à tous. Donc je vous remercie de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire de l'équipe d'Inertech sur le thème du traitement des données LIDAR. Nous intervenons une nouvelle fois en binôme avec Jean-Paul Brun, le directeur technique d'Inertech, qui est spécialiste dans l'analyse et le traitement des données géospatiales, et moi-même, Denis, qui est pilote instructeur et formateur. Donc nous avons prévu une durée de 45 minutes qui se poursuivra par un moment d'échange questions-réponses, et vous pouvez aussi contacter Marie par mail à l'adresse contact@inertech.fr. Donc, je vais commencer par un petit mea culpa. Lors du premier webinaire, je vous avais annoncé qu'il serait rediffusé sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons eu un petit souci technique qui ne nous a pas permis de récupérer l'enregistrement. Alors, en bas à droite, je vous ai mis un lien vers, vers les deux PDF de ce premier webinaire. Et bien sûr, donc, nous sommes là pour répondre à vos questions ou des interrogations s'il y a des points que vous vouliez éclaircir. Donc aujourd'hui, normalement, le webinaire devrait être enregistré. Donc petit rappel sur la société Inertech. Donc nous sommes spécialisés dans l'acquisition de terrain et la mise en forme de données géospatiales par drone, de la vente de matériel, de logiciels et de la formation. Donc depuis la semaine dernière, nous avons pu accueillir de nouveaux stagiaires en respectant les règles d'hygiène et de distanciation prévues. Nous pouvons accueillir avec un maximum de 4 stagiaires par session et dans nos locaux. Et donc, je voulais juste vous avertir que la prochaine session traitement de données LIDAR aura lieu du 20 juin au 11 juin de cette année, prochain. Donc, je vais maintenant laisser la place à Jean-Paul qui va donc parler du traitement des données LIDAR et je reviendrai vous parler du LIDAR5 avec quelques nouveautés. Si, je suis là. Si, je suis bien là. Bonjour. En préalable, hein, on a l'habitude de dire que les Auvergnats sont réputés économes, mais je ne le serai pas cette fois, du moins pour vous souhaiter la bienvenue. Alors la bienvenue à tous les inscrits, naturellement, mais en particulier à ceux d'Afrique, l'Afrique du Milieu, le Burkina Faso, l'Afrique du Nord, l'Italie, la France, l'Auvergne, et puis d'une façon générale, au reste de l'univers, hein, parmi les inscrits. Merci aux géomètres, aux différents métiers, les topographes, les forestiers, et d'une façon générale, les érudits et les curieux. Je vais vous inviter à m'accompagner dans un itinéraire technique qui va nous conduire pas très loin de l'heure de l'apéro. Je vais d'abord utiliser quelques diapositives pour repositionner le sujet, mais le but de ce webinaire, c'est l'utilisation d'un outil. Donc, ça va être visuel, illustré, et normalement, comme dans toutes les démonstrations en temps réel, il y aura quelques grains de sable, mais j'espère rien d'insurmontable. Voilà, je vous accueille avec M. Descartes, hein, René, qui n'est pas spécialement familier, mais qui est un grand penseur. Nous sommes un pays cartésien, paraît-il. Et pour ceux qui l'ont lu dans leur jeunesse, je vous invite à relire le discours de la méthode, hein, c'est pas très long, et ça traite de la façon de bien conduire la raison et de chercher la vérité dans les sciences. C'est un texte assez remarquable. Si ce gars-là existait aujourd'hui, je suis sûr qu'il ferait un carton sur YouTube. Voilà, mais je pense que ce n'est pas le cas. Alors voilà le plan de mon intervention en quelques points, mais il n'y aura pas beaucoup de diapositives, je ne vais pas m'y attarder, on passera plus de temps derrière les écrans de LIDAR 360, mais on va évoquer quelques préalables, notamment l'importance de la préparation, y compris dans l'acquisition des données. Je vais redonner quelques généralités sur les nuages de points, parler un petit peu de l'environnement de travail, puisque là on est sur des traitements un petit peu exigeants au niveau informatique. Et puis on entrera tout de suite dans l'outil de traitement qui s'appelle LIDAR 360
et on explorera un petit peu les menus, la visualisation, puis les différents traitements que l'on peut effectuer sur un nuage LIDAR. Voilà, on laissera un petit peu de place aux questions à la fin, comme le disait Denis. Alors, premier point, c'est un point sur lequel j'insiste, c'est l'effet gigot, que les Anglais aussi appellent l'effet Riro. Gigot, ça veut dire garbage in, garbage out, et les Anglais traduisent ça, enfin c'est déjà de l'anglais, mais les Anglais parlent également d'effet Riro, qui est rubbish in, rubbish out, c'est-à-dire que si on génère des données de mauvaise qualité, des ordures, Riro, rubbish, c'est les ordures, c'est le contenu de la poubelle. Si on génère des données de mauvaise qualité au départ, dès l'acquisition, eh bien, on aura un résultat qui sera proportionnel, qui sera également de mauvaise qualité. Donc, on a la tentation, les outils d'aujourd'hui permettent d'aller très vite vers un résultat. C'est pareil pour la photographie numérique. Mais la photographie, fût-elle numérique, reste de la photographie. Et si la prise de vue est ratée, ben la photo ne sera pas bonne. Et il ne faut pas invoquer Photoshop ou autres traitements d'image qui permettront de faire des corrections, certes, mais marginales. Si l'information n'est pas là au départ, elle ne sera pas là à l'arrivée. Donc, les missions d'acquisition LIDAR sont des choses qui se préparent soigneusement. Chez Inertech, nous utilisons des outils internes, des outils externes également, mais pour préparer les missions, pour planifier les trajectoires, pour définir les hauteurs de vol, les vitesses de vol, et pour, comme vous le voyez en bas à droite ici, avoir des trajectoires qui sont à hauteur constante par rapport au terrain, c'est-à-dire que le capteur travaille toujours au même niveau de son échelle de mesure. Il peut mesurer entre 0 et 260 mètres. Nous, on a choisi une hauteur, on exploite une hauteur généralement à 80 mètres, mais hauteur constante par rapport au sol. L'altitude est variable, mais la hauteur est constante par rapport au sol. Je vous rappelle que l'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer, la hauteur, c'est par rapport au sol, et puis l'élévation, c'est l'altitude plus la hauteur. Voilà pour l'algèbre du jour. Élévation égale altitude plus hauteur. Je suis à Nebouza, à 1000 mètres d'altitude, je monte sur une échelle de 10 mètres. Mon élévation est de 1010 mètres. Voilà, donc des outils de planification. Il faut préparer, planifier ces missions pour optimiser l'utilisation du capteur que l'on doit connaître dans ses caractéristiques. Et ça nous permettra d'avoir un nuage de points, donc composé de voxels, de pixels en volume. Pour ceux qui nous suivaient la dernière fois, vous savez ce que c'est. C'est un triplet de nombres réels, x, y, z. À noter qu'avec l'IR5, le LIDAR dont on parlera, on peut avoir pour une même coordonnée x, y, donc même latitude, longitude, plusieurs valeurs en z, puisque le LIDAR est multi-écho et peut retourner 3 hauteurs pour un même point x, y. Le voxel donc, se connaît par ses coordonnées en 3 dimensions. Il a reçu du capteur lui-même du LIDAR des attributs standards, le temps, l'intensité, le numéro d'écho. Donc, on a déjà pas mal d'informations. X, Y, Z, le temps GPS, intensité, c'est la quantité de lumière qui a été rétrodiffusée, le numéro de l'écho. Et puis, il va recevoir après des attributs facultatifs, la couleur, la bande spectrale, généralement dans l'approche infrarouge. Voilà, ça c'est reçu par le capteur. Le voxel a été enrichi avec des informations supplémentaires attribuées par le capteur. Et puis, il va intervenir ensuite l'analyste qui va traiter le nuage de points et qui va apporter des attributs supplémentaires. Alors, parmi ces attributs supplémentaires, il y a ceux qui sont standards et puis ceux qui sont personnalisés. Alors, dans les attributs standards, je parle notamment du classement. Chaque voxel va recevoir un attribut qui précise sa nature. Il décrit le sol, la végétation, les bâtiments. Et là, on fait du classement. Faire du classement, je vous rappelle, c'est ranger des objets dans des catégories préexistantes. Là, on est dans un environnement normé. Le type 2, dans tous les fichiers LIDAR, c'est le sol. Donc, je range mon point dans une catégorie 2, j'applique une norme, je fais du classement. Par contre, je fais également de la classification, c'est-à-dire que j'ai le droit de catégoriser d'autres voxels que je vais attribuer à des objets du sursol,
et qui, eux, ne sont pas du tout normalisés. C'est mon choix. Donc, je dispose d'un grand nombre de codes que je peux utiliser pour marquer ces objets. Et c'est ce nuage de voxels qui sera ensuite analysé selon ses attributs. Alors, je vais dire un peu pompeusement, je suis analyste. Quelque part dans la nature, il y a un télépilote qui va faire voler un lidar et me transmettre les informations pour le traitement. Alors, qu'est-ce que j'attends de lui? J'attends de lui qu'il m'envoie le fichier LAS. LAS, c'est l'extension standard des fichiers LIDAR. Ça abrège laser. Alors, comme ces fichiers sont très gros, ils sont également zippés. Et vous voyez qu'on peut utiliser un format également LAS. C'est simplement du LAS qui est zippé. À éviter, je le mentionne quand même, c'est les extensions en .SID. C'est un format très propriétaire, peut-être trop propriétaire, même si maintenant il est lu par plusieurs SIG. Voilà, je reçois un fichier LAS qui a agrégé des informations venant du laser lui-même et de la centrale inertielle. Centrale inertielle, je vous le redis, hein, qui mémorise la posture du drone sur les 3 axes, X, Y, Z, et également le temps GPS et la position GPS. Hein. Je reçois également un fichier trajectoire, c'est très important, au format texte ou .pos, dans lequel on va trouver le temps GPS, puis X, Y, Z, et puis des informations très importantes sur le roulis, le tangage et le lacet. Ça décrit la posture du drone. Un fichier également de GCP, Ground Control Point en anglais. Ce sont des points de contrôle au sol qui ont été acquis, caractérisés avant l'acquisition ou après, d'ailleurs, ce n'est pas important, mais dont on va connaître X, Y, Z. Et c'est ces points-là de contrôle qui vont permettre de vérifier la qualité altimétrique du levé LIDAR. Puis éventuellement des métadonnées, très importantes, notamment la projection utilisée, et puis, si possible, dans quel référentiel altimétrique, hein, est-ce que je suis sur un modèle ellipsoïde ou géoïde, ça m'évitera de chercher. Pour donner un ordre de grandeur LIDAR drone, je vous rappelle, ça a déjà été dit, qu'un vol, ça dure à peu près 15 minutes, en toute sécurité, parce qu'il faut conserver les ressources pour revenir, pour interrompre un vol, pour rejoindre l'aire de décollage. Donc 15 minutes, ça va couvrir à peu près 20 hectares, ça va produire environ 1 gigaoctet de données et 5 millions de voxels. Voilà, on manipule des fichiers généralement assez gros. Donc pour ça, il va falloir une configuration informatique proportionnelle. Je vais parler un petit peu de l'ordinateur et du logiciel. Alors l'ordinateur, ça va évoquer quelque chose pour certains d'entre vous. Il est généralement choisi dans l'univers ROG, Republic of Gamers. Ça va beaucoup plaire à vos adolescents si vous en avez à la maison. Évitez de leur montrer votre ordinateur. Il va probablement vous le piquer pour jouer à des jeux qui sont exigeants sur le plan du graphisme, des animations, etc. Donc il nous faut, sur ce poste de travail, un processeur moderne, hein, quelque chose du genre, je vais faire un peu de pub, hein, mais Intel pour les grands classiques, de la génération 5 à 9, là où maintenant le processeur le plus tendance, d'ailleurs, c'est plus Intel en ce moment, c'est AMD Ryzen 9 4900H. Le 9, ça signifie 9 nanomètres, c'est-à-dire qu'il y a une grande densité de composants. C'est du 8 cœurs, octo-core, ou même, il y en a qui montent à 12 cœurs. C'est le top du moment, faible consommation et puis une puissance de calcul très importante. Un autre constituant très important, c'est la carte graphique, qui va au moins être une NVIDIA 1060, mais ce n'est pas le top du moment. Le top du moment, c'est la RTX 2080, qui va se monter. À ma connaissance, elle ne se monte pas encore sur portable. Hein. C'est des cartes qui valent à peu près le prix d'un ordinateur, ça vaut 1 millier d'euros. Et c'est des cartes qui ont 8 gigas de RAM en DDR6. Hein. C'est des choses qui sont faites pour tourner rapidement. Beaucoup de mémoire également, de la RAM. Alors 8 gigas minimum, mais 32 gigaoctets, c'est mieux. Un bon ordinateur, donc, mais j'ai envie de ramener tout le monde à la raison, c'est que ça peut rester un ordinateur relativement standard. C'est moins exigeant, le traitement des données LIDAR, c'est beaucoup plus rapide que la photogrammétrie.
Bref, si on ne traite pas des fichiers de 300 gigas, on peut rester à un ordinateur de configuration raisonnable. Et puis je rappelle quelque chose qui reste vrai dans tous les cas, c'est qu'en informatique, la ressource limitante, elle se trouve toujours entre la chaise et le clavier. Voilà pour le matériel. Le logiciel, également important. Je n'ai pas fait un panorama exhaustif. Je voulais, en dressant cette liste, j'ai pris conscience juste à ce moment-là qu'il y avait quand même deux catégories de logiciels. Il y avait des logiciels qui permettaient d'utiliser de la donnée LIDAR, de consommer de la donnée LIDAR, et puis il y a des logiciels qui permettent de produire de la donnée LIDAR. Donc, on est consommateur ou producteur. Le logiciel sur lequel on va s'attarder par la suite, c'est un logiciel de producteur de données LIDAR. On va voir que ça a quelques fonctionnalités que j'illustrerai et qui sont supérieures aux logiciels qui permettent simplement d'utiliser les données LIDAR. Alors, il y a une grande énumération qui n'est probablement pas exhaustive. J'ai mentionné les logiciels spécifiques donc, à ce traitement des données LIDAR. Je n'oublie pas pardon, les extensions des SIG, hein, quels qu'ils soient, mais parmi les plus, j'ai cité ici que les plus grands, qui permettent maintenant d'importer, de visualiser et d'analyser des données LIDAR, puis des outils un peu hybrides hein, qui permettent de la reconstruction 3D. Ça, c'est pour les consommateurs de données LIDAR, pour autant que je connaisse ces outils en profondeur, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce que j'ai mis là. Hein. Mais pour les producteurs et analystes de données, producteurs, vous allez comprendre ce que ça veut dire par la suite quand même. Il y a un outil qui s'appelle LastTools, qui est l'outil Princeps, hein, c'est le premier apparu en 2012, hein, quelque chose de très complet. La plupart des logiciels actuels que j'énumère là utilisent des algorithmes de LastTools. Mais plus encore, LIDAR 360, celui qui va nous occuper dans le quart d'heure à venir, là, j'ai mis ici ByGVI from Inertech. ByGVI parce que l'éditeur, c'est Green Valley International, une boîte qui connaît actuellement un très fort développement, et from Inertech, tout simplement parce que Inertech est l'importateur exclusif de ce logiciel pour la France. Voilà le visuel principal de l'écran d'accueil, rien à dire là-dessus. C'est un logiciel qui existe depuis 2018. Inertech est né quelque part en même temps que ce logiciel-là a été commercialisé. Le LIDAR 360 existait un petit peu avant, on l'essayait, on l'utilisait déjà avant. On avait, comme je l'ai mentionné ici, des releases candidates, des RC, qui étaient un petit peu instables, mais qui étaient très prometteuses, et on a détecté très rapidement l'apparition de ce logiciel. Ce qui nous a d'ailleurs permis d'obtenir l'exclusivité pour la France. C'est un logiciel qui, comme beaucoup, est construit autour d'un cadre, un framework hein, pour les grands bretons, puis des extensions. Alors, dans la version actuelle, les extensions comportent un module terrain qui va permettre de faire les MNT, MNS, etc. Puis un module qui permet de faire le traitement des données aériennes à destination forestière et le traitement des données terrestres à destination forestière. Donc, on va pouvoir faire de la topo et du traitement forestier avec la version, j'allais dire, de base de LIDAR 360, qui comportait auparavant une autre extension qui s'appelait Powerline, mais qui maintenant a été détachée du framework là, et qui est pour devenir un outil indépendant. Voilà, tout ça est développé en C++ et sous l'API graphique Qt. Bon, ce n'est pas très important, si un peu quand même, parce que c'est un environnement de développement qui, en toute rigueur, devrait apporter des fonctionnalités multiplateformes. C'est-à-dire que ça fonctionne sous Linux, ça fonctionne sous iOS et ça fonctionne sous Windows. Alors, pour des raisons qu'on n'explique pas encore, le LIDAR 360 n'est pas disponible sous toutes ces plateformes, il est disponible que sous Windows. Il existe une version française qui est toujours compilée avec les évolutions en version du logiciel, dont on peut dire un mot, à savoir que la version française a été faite par Inertech,
Et le second mot, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser. Tout simplement parce qu'elle a été faite il y a à peu près un an, que les versions de LiDAR 360 ont évolué, y compris dans l'ordre, les intitulés de menu. Donc la version française, francisée, que continue à proposer l'éditeur, n'est pas fonctionnelle à 100%. Donc il y a quelques pièges. La version actuelle est la 4.08 et la 4.08 est sortie le 15 mai 2020. Oui, c'est tout récent. Ça évolue beaucoup. C'est un signe de bonne santé, c'est que les forums commencent à devenir actifs. Quand il y a un bug, un petit dysfonctionnement, ça remonte très rapidement. L'éditeur est réactif et donc les versions s'enchaînent. Les versions s'enchaînent, vous savez, ce n'est pas des releases principales. Quand on est sur le troisième chiffre des numéros de version, 4.0.8, le troisième chiffre, c'est simplement une correction mineure sur un dysfonctionnement peu important. Alors, on va bientôt rentrer dans le sujet. Mais auparavant, je rementionne cette notion de producteur de données LiDAR. C'est-à-dire qu'on prend les données, nous, directement au capteur. Et il y a des traitements qui vont intervenir avant même qu'on puisse présenter un fichier un petit peu élaboré. Le premier traitement, c'est la dépollution, le déparasitage. Et on voit que notre outil, je le montre ici, tout simplement, je ne le montrerai pas en temps réel dans l'outil parce que j'ai pris un fichier exemple qui est un petit peu volumineux, qui fait un peu plus d'1 gigaoctet, pour être significatif, mais ce traitement-là va prendre 2 ou 3 minutes. Alors, je ne vais pas vous immobiliser 2-3 minutes devant l'écran pour voir simplement une barre de défilement. Vous voyez, il y a ici dans le menu Data Management un Remove Outliers, c'est-à-dire enlever les points aberrants ou filtrer le bruit, ou classer, dans le menu classer, ici, les points qui sont trop bas, les points qui sont trop hauts, les points isolés. Il y a toujours des voxels comme ça, parasites, sur le million de points qu'on récupère, il y a toujours des voxels. Alors des fois, c'est des vrais parasites, on n'a pas d'explication, et puis des fois, c'est que le lidar a survolé des oiseaux, voilà, il y a des particules en suspension qui peuvent produire un écho. Il y a toujours des points parasites et la première chose qu'il faut pouvoir faire, c'est le déparasitage. Voilà. Ensuite, l'alignement des bandes, je vais l'illustrer. Ça, c'est un petit peu compliqué à présenter simplement. Je vais juste dire que pour avoir une mesure précise entre le point A et le point B, le point B étant le sol, le point A étant le drone, il faut connaître rigoureusement la posture du drone qui porte le capteur pour permettre de corriger les erreurs de visée. Si le drone prend un petit peu d'inclinaison, le capteur prend un petit peu d'inclinaison, la visée télémétrique n'est plus perpendiculaire au sol, il faut pouvoir faire une correction. Et là, il y a un petit peu de trigonométrie qui intervient. Et je vous invite à avoir conscience de l'ampleur de l'erreur que représente à 100 mètres 1 degré d'erreur sur la visée, ça vous fait déjà plus d'1 mètre d'erreur. C'est la tangente au niveau trigonométrique. Voilà. Ensuite, je vous ferai la démonstration là, de la correction des bandes. Ensuite, on évoluera selon cet itinéraire. Là, on fera des visualisations, des informations, du contrôle qualité, on verra les possibilités de reprojection, les transformations, le classement. Et puis, on produira un MNT, et puis on fera un profil de terrain, et puis on fera un traitement forestier, et on terminera. Il sera l'heure de l'apéritif. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas là qu'on passe le plus de temps non plus. Donc, j'en viens tout de suite au sujet en fermant ce PowerPoint, en vous amenant à regarder le répertoire que je vais utiliser pour cette démonstration. Là, j'ai mis, mais je les ouvre très rapidement, mais les logiciels qu'on utilise pour la planification des vols, je vous montre juste ce qu'on utilise pour le LIR5. C'est un outil très simple, c'est une feuille Excel où on va mettre ici une hauteur de vol. Je vais voler à 100 mètres, je vais voler à 5 mètres secondes, et on voit les conséquences que ça va avoir. Ici, la fauchée initiale, le recouvrement entre les lignes de vol. Je sais que le drone va faire des interlignes de 54 mètres. Ça va me donner une densité de 177 points voxels par mètre carré, et qu'à un quart d'heure, je vais couvrir
je vais parcourir 4,5 km, ça va faire 24 hectares. C'est très important, sachant qu'on a l'œil fixé, nous, sur la densité des points, puisque plus on va avoir de voxels au mètre carré, plus meilleure sera la résolution de notre nuage, notre capacité à avoir des objets de sol et de sursol de petite taille. Alors, nous sommes distributeurs de l'IR5, évidemment, le produit est accompagné du planificateur de vol, mais on peut étendre ça à des lidars beaucoup plus coûteux qui ont des performances proportionnelles, hein, notamment le Minilux là sur drone, toujours avec un planificateur de vol, c'est important. Et là, on donne entre parenthèses des distances de sécurité. C'est quelque chose qu'on mentionne peu dans les lidars, parce qu'on vous dit que la longueur d'onde utilisée par le laser, généralement 902 nanomètres, est une longueur d'onde qui ne produit pas de dégâts sur les yeux, qui est eye safe. Il faut quand même être prudent et pas, c'est vrai, une certaine distance. Donc, lorsqu'on regarde décoller le drone à la verticale, il faut d'une part pas trop le regarder dans les yeux, et d'autre part, enfin, on a une autre précaution supplémentaire, c'est qu'on déclenche le lidar qu'à une certaine altitude de hauteur de vol. Hein. On ne déclenche pas en dessous de 30 mètres. Ça nous sécurise. Voilà, on va utiliser ces données. Vous voyez, ça me permet de m'attarder sur le nom des fichiers, sur une règle de nommage également. Vous voyez, ça, c'est les données brutes au format .las. Vous voyez, ça fait 1400 mégaoctets, donc 1,4 gigaoctets. En format compressé LAS, LAZ, Z comme ZIP, ça fait plus que 300 mégaoctets. Et puis ici, c'est un format nouveau qui vient d'apparaître, c'est l'IDATA. L'IDATA, c'est un format propriétaire de l'IDAR 360 qui réalise une indexation particulière pour accélérer les traitements. Alors évidemment, ce format est réversible. Lorsqu'on lit un fichier standard LAS avec l'IDAR 360, il produit un LIDATA, mais au moment de restituer les résultats, on refabrique un LAS standard pour que le donneur d'ordre puisse bénéficier des données brutes. Dans ces fichiers que j'ai préparés pour la démonstration, et j'ai des noms un petit peu compliqués, SBR, STRP, RO, CL2, NOR, ce sont mes règles à moi, ce sont mes règles de nommage. On fait beaucoup de traitements successifs dans une certaine priorité. À un moment donné, il faut pouvoir d'ailleurs revenir en arrière, au pas d'avant, parce qu'il y a un traitement qui a été mal paramétré et qu'il faut recommencer. Donc, il est important de savoir où on en est. Alors, ça a du sens pour moi. SBR, c'est les données brutes, mais juste ensuite, j'ai opéré un STRP, c'est un strip alignement. J'ai aligné les lignes, j'ai fait un remove outlier, donc un déparasitage, j'ai fait un classement de type 2, donc j'ai classé le sol et j'ai normalisé le nuage. Donc les différentes étapes, c'est ma règle à moi, on peut en adopter d'autres. Hein. L'important, c'est juste le savoir sur le fichier qu'on a sous les yeux, qu'on est en train de regarder, quels sont les traitements qui ont déjà été opérés. Voilà, allez, take off, je vais ouvrir l'IDAR 360. Bienvenue chez les joueurs. Je dis les joueurs parce que regarder ces données-là, c'est toujours un vrai plaisir. C'est toujours assez passionnant que de trouver les meilleurs itinéraires, les meilleurs chemins techniques pour en tirer le meilleur. Voilà, c'est un vrai jeu, on s'amuse naturellement. Voilà, je vais charger le nuage. Voilà, c'est un nuage, des points dont il est possible de percevoir la signification, mais c'est d'abord un nuage de points. Nuage de points, si je vais interroger l'un de ces points, je vais cliquer dessus, et là, on retrouve ce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Hein. On a les attributs de ce point, X, Y, Z, latitude, longitude, altitude, l'intensité, c'est la quantité de lumière reçue, rétrodiffusée, reçue par le capteur, le numéro de l'écho, c'est le return number 2, le classement, classification 0, 0, ça veut dire qu'il n'a pas été classé, tout simplement. Et puis ici, le temps GPS. Tous les points sont marqués avec ces attributs standards. Alors le nuage, là, il n'est pas sur le plan artistique, cosmétique, il n'est pas formidable, mais
déjà, quand on a un petit peu manipulé ces données-là, on voit si c'est un nuage ou pas de qualité. On va enrichir cette visualisation avec, avec une colorisation artificielle en affectant une couleur en fonction de l'élévation. Donc élévation, altitude plus hauteur. Alors là, le bleu, on est en Auvergne, c'est pas vraiment le niveau de la mer. Disons que c'est juste le point le plus bas. Et puis on a une échelle colorimétrique assez standard, là, vous voyez, qui nous permet de représenter un gradient d'altitude entre 1000 mètres et 1091 mètres, le rouge étant le point le plus haut. Tout le monde aura reconnu des arbres. Ici, une zone non boisée qui est une prairie. On peut améliorer le rendu de cette visualisation en faisant un traitement, enfin une visualisation particulière. C'est un artifice de présentation qui s'appelle EDL, Eye Dome Lighting, et qui d'un coup va donner du réalisme à ce nuage de points. Ça peut déjà aussi, parce que les arbres sont verts, commencer à ressembler à une photo, mais si je zoome, je vais apercevoir des voxels. Ça n'est qu'un nuage de points, certes de très bonne qualité, obtenu par le LIR5, hein, pour ceux qui s'intéressent aussi au matériel, et que l'on va pouvoir regarder de tout un tas de façons. Ici, si vous regardez le menu, vous voyez, il y a un certain nombre d'options sous forme iconique. J'ai choisi élévation, qui me permet également, si je souhaite, de choisir une palette graphique. J'aime beaucoup celle-là, moi, parce que le sommet, les points les plus hauts sont blancs, ça me fait penser à la neige. C'est joli, mais ce n'est pas très normalisé. Donc, par l'intensité, la quantité de lumière revenue rétrodiffusée. Si c'était le cas par RGB, c'est-à-dire par les couleurs réelles avec les composantes rouge, vert, bleu, par le numéro d'écho, écho numéro 1, numéro 2, numéro 3, alors je vais tous les représenter, je vais tous les sélectionner, s'ils veulent bien. Voilà. Et tout cela est mélangé, les marrons c'est l'écho numéro 2, les verts on ne les voit pas, c'est l'écho numéro 3, c'est souvent le plus bas, mais je peux représenter ça de façon très sélective. En fonction du temps GPS, alors là, on va voir apparaître des bandes, et bien c'est les différents passages du lidar qui est venu là d'est en ouest, puis qui est revenu d'ouest en est, et puis qui repart. C'est en fonction du temps GPS. En fonction également de... par là, il y a tout un tas de possibilités, hein, mais de l'angle de scan. Le lidar est promené en dessus du sol et balaye le sol de gauche à droite. Le drone avance, qui fait un balayage avant-arrière, mais de gauche à droite, c'est le lidar qui balaye le sol. L'angle de balayage, donc le champ de vision du LIR5, est de 37 degrés 4, nous dit le constructeur. Et ici, il y a un gradient de couleur qui représente l'angle de balayage pour un seul passage du LISA et qui va ici, vous voyez, pour le rouge, de plus 22 degrés au bleu à moins 21 degrés. Donc là, j'ai balayé, imaginons que le drone aille du bas de l'écran vers le haut de l'écran, ben, j'avais 22 degrés sur la gauche et 22 degrés également sur la droite, ce qui fait 44 degrés. On n'exploite pas la totalité de ce balayage, on s'en tient à 37 degrés généralement, parce que les points les plus éloignés, c'est ceux dont l'angle avec la verticale est le plus important, et ce sont les points les moins précis, donc on ne les utilise pas. Voilà pour l'angle de balayage, le numéro d'écho, le temps. Oui, je peux regarder quand même, je vais revenir avec la visualisation, avec le gradient altimétrique. Voilà. Je peux aller voir des informations sur le nuage ici, simplement. Avec un clic droit sur la souris, je vais trouver là toutes les informations, minimum altitude, minimum latitude, longitude, et minimum la zone couverte. L'intensité minimum 70, l'intensité maximum ici, je crois que c'est max intensity 250. Donc, quand vous voyez un chiffre comme 250, vous savez que l'intensité est codée sur 8 bits, 2 puissance 8 égale 256. On utilise cette plage dynamique. On a des caractéristiques sur le nuage de points. Le nombre de points ici, jamais classé. Il y en a 3 millions. Et le nombre de points
déjà classés, il y en a 2 millions. Je vous disais que il y a des traitements qui sont un petit peu plus longs que les autres, alors je les ai opérés avant la démonstration, notamment le classement des points sol qui prend 3-4 minutes sur ce nuage-là. Eh bien, je l'ai fait avant, ça va nous éviter de rester muet devant un écran sur lequel il ne se passe pas grand-chose à part la barre de défilement. Voilà, ce que je peux également voir sur le même nuage, c'est le nombre d'échos. Vous voyez que l'écho numéro 1, c'est le premier point frappé par le faisceau laser parti depuis le drone en direction du sol. Il y en a 2 694 000. L'écho numéro 2, eh bien, il a tapé dans la canopée, dans la structure des arbres, pas au sommet de la canopée, dans les branches. Et là, on voit encore 6 millions de points. Et puis l'écho numéro 3, ben, c'est les échos des moins nombreux, c'est les plus bas, mais c'est ceux qui sont aussi les plus précieux, notamment pour avoir la perception du sol sous la canopée. On peut exporter un rapport qualité là-dessus. Enfin, voilà. Toujours sur ce nuage de points, je peux réaliser. Alors, je vais le remettre. Voilà, quand on ne sait plus où on habite, on appuie sur des boutons là, et ça nous permet d'avoir des visions selon des angles différents. Voilà, je me remets en vision verticale. Sur ce nuage, on va pouvoir réaliser des mesures. Alors, parmi les mesures, il y a les longueurs. Je vais choisir entre ce point-là et ici, eh ben, je sais que j'ai 86 mètres, c'est la largeur de ma clairière. Enfin, c'est une grande clairière, on a quand même plusieurs hectares. Je vais pouvoir mesurer également une surface. Une surface, et je dis, voilà, donc je vais sélectionner des zones comme ceci. Et ici, j'ai 10 602 mètres carrés, donc ben, un hectare. Tout simplement, je le fais un peu au hasard, j'ai un hectare. Je vais pouvoir mesurer des angles. Alors, pour mesurer des angles, il vaut mieux que j'ai une vision de profil, comme ceci. Voilà, là, j'ai un angle de 24 degrés. Je ne me suis pas intéressé à un objet particulier, donc ce n'est pas très important. Je vais pouvoir mesurer des hauteurs. Alors, pour mesurer les hauteurs des arbres, alors je vais le représenter, je vais choisir un autre type de représentation en faisant ici une coupe de profil. Ça va me permettre d'obtenir beaucoup plus facilement le pied des arbres ici et de pouvoir en mesurer la hauteur. Voilà, cet arbre-là mesure, c'est le delta Y hein, sur la petite zone blanche là, qui est apparue. Le delta Y, cet arbre mesure 32 mètres, voilà, et des poussières, la poussière étant la précision du positionnement de mon curseur. Je sors de cette représentation, on y reviendra. Là, je vais juste illustrer maintenant une mesure alors des distances, des angles, des surfaces. Il ne nous manque que les volumes. Hein. Voilà, je vais aller chercher un arbre isolé quelque part, un bosquet, quelque chose à peu près isolé. Voilà, ici, j'ai un arbre, enfin, c'est plutôt un bosquet qu'un arbre. Je veux en connaître le volume. Alors, le volume que je vais calculer, c'est le volume du sac en plastique hein, que vous allez acheter pour mettre l'arbre au congélateur. Je vais détourer, je suis bien dessus, oui. Je vais faire le contour de mon bosquet ici, voilà, et calculer le volume. Ici, je vois 419 mètres cubes. 419 mètres cubes. Alors, pour certains, je sais que ça peut paraître beaucoup. On est toujours surpris par ces volumes aériens parce qu'on n'a pas réellement de représentation. Ce volume-là fait pourtant 420 mètres cubes. Pour donner un ordre de grandeur, une montgolfière, ça fait 5000 mètres cubes, hein, d'une façon moyenne, quoi, moyenne. Je me suis souvent donné, moi, cette grandeur de comparaison pour calculer les volumes de houppiers des arbres. Voilà. Je vais vous parler alignement des lignes, quelque chose de très important. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et ça va nous permettre d'illustrer les qualités intrinsèques du LIR5 dont on parle. Ici, une option très particulière, strip alignement, que vous trouverez dans pas beaucoup de logiciels. Je vais choisir un répertoire de travail. Ici, STRP, ça abrège pour moi strip line. Je vais charger un fichier de trajectoire. C'est la trajectoire enregistrée par le capteur également. Hein. Le voilà, dans ce fichier, on trouve le temps GPS, longitude, latitude, altitude, mais surtout ici, on trouve RTL, roulis, tangage, lacet, roll, pitch, heading, oméga, phi, kappa, enfin vous appelez l'angle comme vous voulez,
mais ce sont la valeur angulaire, le biais par rapport à la verticale sur chacun des trois axes. Là, on va être obligé de choisir à ce niveau-là un système de projection, une projection plane, et on va toujours passer par une projection Mercator, tout simplement parce qu'elle est internationale. Alors, en Auvergne, on est en UTM 31. Je vais choisir UTM 31 et vont s'afficher maintenant les trajectoires de vol. Alors, on devine à peu près ce qui s'est passé. Le pilote était sur la droite de l'écran. Il a programmé un vol qui est avec un point d'entrée ici, ou là, d'ailleurs, rien ne me permet de le dire à ce niveau-là, mais il faudrait que je regarde le temps GPS. Et puis le drone vole tout seul sur une trajectoire programmée, effectue ses retournements, revient sur une trajectoire parallèle, repart avec un certain écart, c'est ce que j'appelais initialement l'interligne, hein, qui là doit faire, on va avoir des lignes de vol à 45 mètres, je pense. Puis un nouveau retournement, le drone revient. Vous noterez, si je regarde de profil ces lignes de vol, qu'elles ne sont pas du tout horizontales. Elles sont à hauteur constante par rapport au sol. C'est quelque chose d'important pour la qualité des données. Et vous regarderez également, si j'arrive à vous mettre au bon endroit et de façon bien lisible, ici, des trajectoires alcoolisées là, qui sont superposées, mais qui ont lieu au départ et à l'arrivée. Il s'agit d'effectuer des figures sur les trois axes, donc une montée rapide, et puis un déplacement en 8. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est avec le même mouvement que vous étalonnez le magnétomètre de votre téléphone, hein, vous faites des 8. Eh bien, c'est pareil pour la centrale inertielle du drone. Voilà, alors j'ai la trajectoire, je vais pouvoir maintenant découper cette trajectoire, mais si je veux le faire avec cette représentation, je ne vais pas y arriver, donc je vais faire une représentation orthonormée plutôt que perspective. Ça va me permettre de dessiner un polygone. Ah, je vais aller chercher un peu loin là-bas quand même. Je vais venir là, je vais venir là, je vais venir là, et je dis voilà ce que je vais conserver comme partie utile de mes trajectoires, et je découpe chaque ligne de vol pour en faire un jeu de données spécifique. Vous voyez, j'ai individualisé ici 1, 2, 3, 4 lignes de vol, ce que d'ailleurs dans la terminologie des Grands-Bretons s'appelle les strip lines, hein, les lignes de vol. Ça, ce sont des notions qui sont vraies tant sur la technologie hélicoptère qu'avion ou drone. Hein. C'est une constante. Là, le LIDAR 360, évidemment, peut traiter des données, quelle que soit l'origine, la façon dont elles ont été obtenues. Alors là, je vous laisse subir le traitement d'individualisation des données pour chacune ligne de vol, sachant que l'individualisation se fait sur le temps. Chaque voxel est marqué par le temps GPS. Eh bien, on connaît le temps GPS au début de la ligne de vol, le temps GPS à la fin, et on regroupe dans un fichier de données les valeurs spécifiques de chacune des lignes de vol. Voilà, c'est presque terminé, 99%. C'est fait. Je vais ajouter les lignes de vol dans mes données d'entrée, et pour le moment, vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai toujours la même chose. Il faut maintenant que je colorise chaque ligne de vol d'une couleur différenciée qui me permet de voir ici des données en vert, des données en rouge, des données en jaune, des données en bleu. Et vous voyez, ça a généré ici sur la gauche 1, 2, 3, 4 nuages LIDAR. Alors, pourquoi doit-on aligner ces lignes de vol? Le LIDAR embarque toujours, comme capteur associé, une centrale inertielle qui corrige déjà les erreurs de visée. Mais on affine avec ce mécanisme la posture du drone, notamment sur un axe important qui est le lacet, c'est-à-dire la direction. Si le drone il est en l'air, il y a du vent, il y a obligatoirement du vent à 80 mètres du sol, même si vous ne voyez rien bouger au sol, à 80 mètres, il y a toujours des mouvements de masse d'air. Donc le drone, lui, au lieu de suivre il suit une trajectoire rectiligne, mais pour suivre cette trajectoire rectiligne, il positionne ses gouvernes, éventuellement il avance en crabe. Donc
le lidar qui est solidaire de la structure du drone n'est pas orienté parfaitement sur la ligne d'avancement. Donc il faut pouvoir corriger l'angle de lacet. Encore une fois, la centrale inertielle effectue ce travail-là. Lorsqu'on a assemblé le fichier lidar, le télépilote a produit le fichier LAS, il a intégré les données de la centrale inertielle. Mais on peut encore améliorer ça de façon différée avec un post-traitement d'alignement des bandes de vol. Alors, maintenant que j'ai 4 lignes de vol, le traitement va chercher sur chacune des lignes des motifs analogues de points. Il va prendre 20 mètres carrés de nuages, puis il va chercher le même pattern, le même motif sur la ligne 1 et la ligne 2. Puis il va chercher une correspondance entre la ligne 2 et la ligne 3. Et il va faire des corrections, notamment sur le lacet, sur l'angle, sur la direction. Eh bien, on va lui faire calculer automatiquement. Il y a très peu de logiciels qui permettent ce calcul automatique avec la correction dans la terminologie des manipulateurs de données lidar, ça s'appelle le bore sight. Bore sight, c'est l'erreur de visée. Chez les militaires, on appelle ça le symblotage. Il faut aligner les organes de visée, le viseur et le pointeur avec l'axe du canon pour que la balle elle arrive au point que vous avez vu dans la lunette. C'est à peu près la même chose. Là, vous voyez, je peux manuellement, d'ailleurs, entrer des valeurs en delta X, delta Y, delta Z, mais on n'utilise jamais ça. On fait des corrections angulaires sur le roulis, le tangage et le lacet. On autorise des écarts maximum de 5 degrés. S'il y a 5 degrés d'écart, là, on peut jeter les données. Et on fait calculer les erreurs d'alignement à partir de la recherche des motifs dont je parlais. Je lance un calcul automatique et je vais vous le laisser vivre en temps réel parce que là, la découverte du résultat est intéressante. J'ajoute naturellement que c'est un jeu d'essai extrait d'un levé lidar récent. Ce sont des vraies données, ce n'est pas du tout des données embellies d'une quelconque façon, ce sont des vraies données. En même temps, vous avez les vrais temps de traitement sur une machine qui ne correspond pas exactement à la machine que je vous ai décrite. Pour la petite histoire, j'ai 8 gigas de mémoire et la carte graphique, c'est une GTX 1060. Donc, c'est le point d'entrée des machines que j'ai décrites. Le fichier fait 1,5 giga. Donc, on est dans la vraie vie. On patiente un petit peu, tant pis. Mais on va voir apparaître. Là, il est en train de rechercher les motifs et les correspondances entre chacune des lignes de vol, et il a fait des corrections. Et j'ai laissé le traitement s'exécuter devant vous pour aller directement à un résultat ici, où j'ai before alignement, c'est-à-dire avant l'alignement de vol, j'ai ici une erreur exprimée en résidual mean square error, c'est-à-dire 68% des erreurs d'alignement des bandes ont la valeur 0,052 mètres, c'est-à-dire 5 cm. Je fais un alignement des bandes des lignes de vol ici. Après traitement, j'ai plus que 0,050. C'est-à-dire j'ai gagné exactement 2 dixièmes de millimètre. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour rien là. J'ai travaillé pour rien, si ce n'est à vous montrer que les qualités natives des données du LIR5 sont excellentes. Ça me permet également d'illustrer qu'ici, le temps était probablement très calme, parce que vous voyez, il n'y a pas de déviation sur le roulis. Le roulis, c'est de gauche à droite quand vous êtes sur le bateau. C'est ce qui vous fait vomir, normalement. Le tangage aussi, le pitch vous fait vomir, mais il n'y en a quasiment pas. On est à 0,0 degré. Par contre, vous voyez, sur le heading, sur le lacet, sur la direction, sur le cap, ici, vous avez 1 dixième de degré quand même de correction qui ont été appliquées aux bandes. Néanmoins, je n'ai gagné que 2 dixièmes de millimètre. Je sais que ça n'a pas de sens là, d'appliquer une telle correction. Donc, je vois qu'il est inutile. D'abord, le gain n'existe pas. Il est inutile d'appliquer cette correction sur ce nuage, mais ça n'est pas toujours le cas. S'il y a un peu plus de vent, eh bien, je vais devoir conserver les corrections qui peuvent me faire gagner 1 décimètre ou 2. Voilà, je vais donc déposer maintenant le résultat de ce traitement en enlevant ces lignes de vol et revenir au nuage initial. On a fait des mesures. Je vais vous montrer les possibilités de reprojection. La projection, c'est important. On peut, dès LIDAR 360,
passer du TM31 en Lambert, bon, pour la France, ça a beaucoup d'importance. C'est très facile à faire, sauf qu'il faut encore aujourd'hui trouver le système de projection qui est, lui, qui figure dans une très longue liste de systèmes de projection, puisque LIDAR 360 est utilisable aux quatre coins de l'univers. Donc, les systèmes de projection sont spécifiques généralement au pays. Donc, il faut connaître les systèmes de projection. Le plus simple étant de mémoriser quelques codes EPSG, c'est les industries pétrolières qui ont normalisé la désignation des systèmes de projection. On est en France, on va utiliser Lambert 93, c'est une recommandation régalienne. Le code de la projection Lambert 93, c'est 2154. Je filtre en 2154. Je vais chercher RGF 93, Lambert 93. Je clique OK et je vais, en quelques minutes, reprojeter l'ensemble du nuage dans ce nouveau système de projection. Je ne le fais pas ici. Ça apportera rien à la démonstration. Par contre, quelque chose d'important, ce sont les transformations que l'on peut effectuer sur le nuage. On peut, sur chacune des grandeurs X, Y, Z, eh bien, appliquer une transformation à l'ensemble du nuage, en faisant de l'interpolation, d'ailleurs, selon plusieurs algorithmes linéaires ou autres. Vous voyez, ici, sur X, je peux appliquer une équation, X égale X plus quelque chose, et si j'applique ça, je suis en coordonnées planimétriques, je peux faire une translation Est-Ouest, Nord-Sud, avec la latitude, pardon, dont je détermine la valeur ici. Si je veux déplacer tout mon nuage de 10 mètres à l'Est, ben, je vais enlever 10 mètres sur la longitude. Si je veux faire une translation altimétrique de 40 ou 50 mètres, ça arrive qu'on ait à faire cette transformation-là, entre parenthèses, pour passer de l'altimétrie ellipsoïde à l'altimétrie géoïde. Il suffit que je dise qu'il faut que j'ai des informations préalables quand même, hein, pour avoir la relation entre le RGF 93 et le RAF 09. Enfin, bref, la vraie altitude, il faut que j'ai la valeur. Mais ici, je peux rajouter 69 mètres au Z, j'applique ça et mon nuage va se translater verticalement de 69 mètres. Un mot sur le contrôle qualité, très important. J'aurais pu commencer par là d'ailleurs, hein, mais c'est le contrôle qualité du nuage. Je vais juste l'illustrer par la densité. Tu fais sonner la cloche si tu trouves que je suis trop long. Voilà, ici, vous voyez, je vais utiliser cet I-code pour choisir une forme géométrique pure, rectangulaire, qui va faire, bon allez, je vais choisir 10 mètres de côté. 10 mètres de côté, donc 100 mètres carrés de surface. Puis je vais aller dans mon nuage, cliquer le nuage à un endroit quelconque, et je vais connaître la densité de voxels que j'ai au mètre carré dans cette partie-là. Là, vous voyez, j'ai 213 voxels par mètre carré. Si je vais sur la zone boisée, 243 voxels, et puis je me promène comme ça de façon uniforme sur le nuage, et oui, je peux avoir des densités variables, ça dépend de la réflectance des objets qui ont été frappés par le faisceau laser. Ici, j'ai 259 points, 291 points. Alors, on peut obtenir beaucoup plus, hein, en volant plus lentement, en volant plus bas. C'est tout l'intérêt de la préparation des vols. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Alors, on vise toujours un grand nombre de points. Lorsqu'on a le devoir de faire ça, lorsqu'on promène un lidar avec un drone. Sinon, on fait de l'avion. Avec de l'avion, vous aurez au mieux 10 points, 10 voxels au mètre carré. Le lidar sur un drone, il permet d'avoir une résolution incomparablement supérieure. Je suis d'entrée, ça c'est un vol qui a été réalisé à 80 mètres et à 5 mètres secondes. Et on est entre 200 et 300 points au mètre carré. De surface, ici je suis sur la canopée. Eh bien, j'ai volontairement rechercher une densité très élevée au niveau de la canopée, parce que c'est là que j'augmente les probabilités d'avoir des mesures qui traversent la canopée, qui atteignent le sol. Et là, on voulait un descripteur du sol. Si j'ai également des outils qui me permettent de calculer des statistiques générales sur l'ensemble du nuage, et puis de tracer un histogramme. Alors, le problème, c'est que ça prend un petit peu de temps, et la barre de défilement, mais celui-ci, c'est un traitement qui est quand même rapide. Voilà, je vais tracer un histogramme. C'est où? C'est là. Vous voyez, je suis à peu près centré là sur 200-300 points. C'est la répartition gaussienne de la densité des points
pour l'ensemble de mon nuage. On peut faire à ce niveau-là d'autres traitements, mais ce regard est très important. Qualité, là, c'est en résolution. On va regarder maintenant un petit peu la qualité en altimétrie, en Z. Eh bien, pour ça, je vais juste illustrer un profil de terrain où je vais prendre, je vais aller sur une lisière, là, parce que c'est plus esthétique quand même. Ici, vous voyez, je fais une petite coupe de terrain, je choisis un buffer en largeur et j'essaie de cliquer. Voilà, j'ai sélectionné une petite coupe de terrain, je trouve un arbre superbe, qui est assez bien décrit d'ailleurs. Ça me permet d'illustrer que ici c'est le sol, et oui, il y a moins de points sur le sol, bien évidemment, parce que la difficulté du faisceau laser pour traverser tous ces obstacles est quand même grande. Il y a beaucoup moins de sol, du moins quand je le regarde comme ça, parce que là j'ai pris une certaine portion de terrain. Là, je voudrais, avant tout classement, j'ai tous les points. Je voudrais montrer en particulier au topographe sur sol nu. Enfin, sol nu, pas vraiment, c'est une prairie là. Quelle est l'épaisseur de la répartition de ces points? Tout simplement, d'ailleurs, en termes LIDAR, on appelle ça l'épaisseur du sol. Là, ce n'est pas vraiment l'épaisseur du sol parce que j'ai plus que le sol. Mais sur les données brutes et sur une prairie, qui est plate, quelle est l'épaisseur de cette chose-là? En gros, c'est quelle est l'incertitude que j'ai au niveau du sol? Eh bien, je vais mesurer cette incertitude en faisant une mesure. Non, j'ai choisi un angle là, il ne fallait pas. Je choisis une hauteur. Voilà. Là, alors, je n'ai pas forcément pris les points extrêmes, vous voyez, mais l'épaisseur du sol complet sur une prairie, là, c'est 6,6 cm. Là, c'est le LIDAR, c'est le LIR5 qui parle. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il a choisi l'endroit le moins épais. Ben, évidemment, on est en démonstration quand même. Mais je vais aller chercher un endroit plus épais, comme ici. Et là, j'ai allé 8,8 cm. Mais à ce niveau-là, j'ai encore pas fait le classement sol. Je suis sur les données non classées. Alors, ça me permet d'aborder le classement. Vous voyez ici un menu pour le classement qui est très riche, hein, pour aller classer les points de sol, pour aller extraire les points médians du sol, pour réduire encore. Le sol, on ne sait pas bien ce que c'est, hein, c'est une surface imaginaire. Ça n'existe pas vraiment, mais quand on fait de la topo, on veut quand même la couche sol la plus précise possible. Ici, un grand nombre d'options pour le classement, notamment on peut classer n'importe quoi par la hauteur en dessus du sol. Et puis ici, quelque chose quand même qui est potentiellement très prometteur, même je dis ça va progresser encore, mais ça fonctionne déjà, c'est le classement par machine learning, c'est-à-dire que je peux prendre une portion de ce nuage, faire un classement manuel très précis. Je me servir ensuite de ce sous-ensemble de données pour en faire un jeu d'apprentissage et appliquer ces règles de classement à l'ensemble du nuage. C'est de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning. Ces algorithmes-là sont supportés par LIDAR 360. Donc le classement sol, c'est généralement le premier qu'on fait lorsqu'on livre un nuage de points. On est producteur de données LIDAR, on livre un nuage de points. On ne va pas s'attacher à faire 200 000 classements. On ne va pas s'amuser à classer les immeubles, les fils électriques, les plans d'eau, les routes. Ce n'est pas la question. Par contre, on va obligatoirement classer le sol. Alors je l'ai fait, le classement sol, parce que là-dessus, ça prend 4 minutes, l'algorithme automatique. C'est très simple, j'entre juste dans l'option, mais je ne le ferai pas. Je veux dire que je prends les points jamais classés, je veux en faire des points arrangés dans la catégorie 2, le sol. Je choisis juste ici des règles d'itération. Hein, l'algorithme va prendre un point et regarder autour de lui pour voir si les autres points qui l'environnent sont des points de sol. Donc je vais prendre une pente maximum, je vais prendre une distance maximum et un angle maximum sur lequel regarder. Voilà, et je peux maintenant vous représenter, maintenant qu'il est classé, seulement les points de sol. C'est de la terre, ça paraît marron. Oui, c'est
ça me permet de façon sélective de représenter qu'une couche. Les points sol, c'est un petit peu comme dans les SIG. Et si là-dessus, je fais une coupe de terrain, un profil de terrain, je vais choisir cet endroit-là. Et bien voilà, en dessous, le profil de mon sol tout seul. Et on va refaire une mesure. Je vais zoomer d'ailleurs jusqu'à un moment où vous risquez de ne plus voir ici. Et je vais refaire une mesure de hauteur ici. Vous voyez, là, à cet endroit-là, j'ai 13 cm d'épaisseur de sol. Je pourrais faire un traitement supplémentaire qui permettrait d'avoir le sol médian et pas moyen d'ailleurs, médian, hein, c'est-à-dire enfin bref, on prend un point ici qui a la même quantité de points en dessus et en dessous. Puisque j'ai classé le sol, très rapidement, ce qui va intéresser en particulier les topographes, le génie civil, les archéologues, c'est d'avoir un modèle numérique de terrain sur ce sol. Eh bien, ça, je vais le faire en temps réel. Ça prend encore une fois une petite minute, mais il faut le faire. Très rapidement, je vais dans l'option terrain et je lui demande de me faire un DEM, un Digital Elevation Model. La particularité que vous verrez ici, c'est que mon DEM, je vais le faire avec une certaine maille, c'est-à-dire que je vais représenter des surfaces élémentaires qui sont d'isovaleur en altimétrie. Pour la plupart des données que l'on trouve, données publiques, la maille est de 50 cm, 1 mètre. En LIDAR, on ambitionne des mailles bien inférieures, à minima la moitié. Hein, donc, je choisis de faire une maille à 25 cm. Et c'est parti, je fais un seul clic, j'ai mon nuage, il est classé sol. Je lui demande de me faire un modèle numérique de terrain à la maille de 25 cm sur 20 hectares. Vous voyez la barre de défilement en bas, là je vous laisse supporter, je vous laisse le temps d'attente, on est à 50%. Alors ces barres, ce n'est pas toujours proportionnel au vrai temps, parce que des fois ça se bloque, puis ça avance d'un coup très vite, enfin vous savez très bien tout ça. Voilà, 87, 93, 100%. Et je vous affiche le modèle numérique de terrain, qui est un raster. Là, c'est plus du vecteur, c'est un raster. Et là, vous voyez, en gros, rien. Pas grand-chose. Vous voyez des niveaux de gris de l'ouest qui est là-bas à l'est. C'est plus clair ici. Bon, ça c'est peu expressif. On ne voit pas de détails là-dedans, tout simplement parce que un modèle numérique de terrain, il est éclairé de partout. C'est un éclairage omnidirectionnel, donc on ne souligne pas le relief. Pour souligner le relief, on utilise un autre mécanisme, toujours en raster, qui est la colline ombragée, le hillshade, c'est joli comme expression, et qui, lui, va parler très, très rapidement. Eh bien, je vais fabriquer le hillshade, choisir mon modèle numérique de terrain, définir la direction d'une source lumineuse. Ordinairement, de façon standard, c'est 315 degrés. Et puis une altitude, un angle de la source, non, je la mets à 45 mètres. Voilà, et 45 degrés d'ailleurs, c'est pas l'altitude, c'est l'angle d'élévation de la source lumineuse qui se trouve en degré 315. J'applique le traitement, c'est fini, et là, on voit un modèle numérique de terrain sur lequel on commence à percevoir des choses, et je sais que déjà, parmi les indigènes auvergnats, il y en a qui savent de quoi on parle quand ils voient ça. Alors, je vous rappelle que ça, ici, si je remets en élévation, vous voyez, ici, on est dans une zone boisée, on ne voit pas le sol. Je réaffiche, ils se sont, voilà, je réaffiche la couche sol et ça me permet de voir au sol des traces mystérieuses qui ne peuvent provenir d'ailleurs que d'extraterrestres. Je vous rappelle que nous sommes en Auvergne. Voilà, on peut faire là aussi un autre travail. Ce sont les profils de terrain. Je vais vous en faire un ici assez rapidement, mais je voudrais garder du temps pour faire le traitement forestier. Voilà, combien... Par contre,
Il va falloir. Alors, j'accélère. Oui, il va falloir accélérer. Dis-moi un temps global qui me reste. Je veux garder 5 minutes. Là, donc non, mais le temps qui me reste, pas le temps que tu veux. Ben, allez, 5-10 minutes. 5 minutes. Ok, je vais tracer, allez, une ligne, si ça veut bien. Voilà, je trace une ligne que voilà. Sur cette ligne-là, je vais mettre je vais mettre des profils de 50 mètres de large tous les 50 mètres. Les voilà. Donc, j'ai dessiné une ligne de progression en bleu, et puis vous voyez dessus des petits tirets. Je crois que j'ai pris 50 mètres, ou 100 mètres, je ne sais plus, tous les 50 mètres. Voilà, et on va calculer les profils de terrain sur chacune de ces lignes. Je vais appliquer le traitement. Et vous voyez ici un profil de terrain qui s'est dessiné, qui correspond à la ligne ici bleue. Voilà le profil de terrain que j'ai selon cette ligne bleue. Je peux me localiser sur cette ligne bleue. Vous voyez le curseur qui se promène. Ici, il y a un petit curseur. Je me déplace. Là, je descends dans une déclivité et je progresse selon ces lignes. Voilà, je vais sur cette ligne de profil suivante. Je me déplace. Évidemment, ici, horizontalement, j'ai une distance. Verticalement, une altitude. Je vais sur la ligne suivante. Je me déplace. Et puis là, je retombe dans une déclivité. Alors, ne vous laissez pas abuser par l'échelle du graphique. Hein. Là, ici, on voit un précipice. Mais quand je regarde l'échelle, ici, je suis à 1030 mètres. Là, je suis à 1031 mètres. Donc là, je sais que je suis sur un chemin creux. Mais quand même, j'ai un enfoncement de 1 mètre par rapport au bord, quoi. Voilà, je me déplace selon ces lignes-là, y compris après sur le profil principal que j'ai fait grossièrement d'est à ouest ici. J'arrête, je continue parce que je veux absolument revenir au traitement qui me manque, là, qui est le traitement forestier. Alors là, c'est pareil, je vais tricher un petit peu. C'est que pour faire un traitement, je vais enlever tout ça. Je vais choisir, toujours pour gagner du temps, un autre nuage qui va beaucoup ressembler au premier, mais qui est très différent. Voilà, il ressemble beaucoup. Si je le représente comme ça, vous allez voir, c'est le même. Par contre, si je le regarde latéralement, vous voyez que tout le relief a disparu. Ici, les arbres sont plantés au niveau de la mer à l'altitude 0. Et vous voyez que mon échelle altimétrique, ici, elle va de 0 à 35 mètres. 0, c'est le pied des arbres, 35 mètres 57, ben, ce sont des arbres, ça pourrait être n'importe quoi, hein, mais c'est la hauteur maximum du sursol. Alors que sur le nuage précédent, la ligne de sol était à 1000 mètres, entre 1000 et 1070 mètres, là je suis à 0. Cette annulation de l'effet altitude s'appelle la normalisation du nuage de points. Bien, pour faire le traitement suivant, j'avais besoin d'un nuage de points normalisé. Je l'ai préparé avant pour la démonstration, tout simplement parce que là, ça prend 2-3 minutes. À noter que dans la dernière version de LIDAR 360, pour chaque voxel XY, Z est passé à 0, c'est le traitement de normalisation. Mais le Z antérieur est conservé, c'est-à-dire qu'on peut normaliser et dénormaliser. Avant, il m'est arrivé, avec les versions précédentes, l'expérience amère, c'est de dénormaliser le nuage et puis de ne pas avoir conservé la version d'avant, donc d'avoir perdu l'altitude, et d'être obligé de revenir aux données brutes pour régénérer tous les traitements. Maintenant, sur le même nuage, on peut normaliser et dénormaliser. Voilà, je vais tout de suite lancer le traitement forestier en exécutant un petit fichier de commande, hein, qui va enchaîner différentes étapes. Alors, ça va durer un petit peu. Pendant le traitement, j'aurai la possibilité d'aller explorer les menus, ce qui va me permettre de patienter. Alors, Remove Outliers, c'est la suppression des points aberrants, c'est le filtrage du nuage, le déparasitage, je l'ai déjà fait. Donc, c'est pas la peine que je recommence, je supprime. Classer les points de sol, c'est déjà fait, donc je le supprime. Le modèle numérique de terrain, c'est déjà fait, donc je supprime. Et la normalisation, donc la suppression du relief, c'est déjà fait, donc je supprime. Et je demande là d'aller faire un traitement du nuage pour individualiser tous les arbres qui se trouvent sur cette surface de 20 hectares. Donc je vais m'intéresser là à la végétation.
Donc, je vais sélectionner quand même les points de végétation. Et ici, des critères d'itération. Généralement, ici, on met, pour la partie supérieure du houppier, on met le demi-rayon du houppier en partie supérieure. Et puis, on dit, bon, ça s'appelle un arbre. Pour la colorisation, je vais dire, je ne vais pas coloriser en dessous de 2 mètres du sol. Après, je peux avoir de la végétation basse, je ne sais pas bien sur quoi ça va coloriser, donc je supprime ça. Je lance mon traitement. Et là, ça va durer un certain temps, pendant lequel je ne peux rien faire, si ce n'est vous parler d'autres petites options, notamment ici notre option voilà, Vector Editor. Je ne peux rien faire là, parce que j'ai un traitement en cours, qui va plus vite que je pensais d'ailleurs. Ça permet de vectoriser, donc de dessiner des traits, des polygones, des points sur un fond de plan qui est un nuage LIDAR. Ça vous permettra ensuite d'avoir des fichiers DWG ou n'importe quoi. Vous pouvez dessiner les routes, les maisons, bref, vous servir du nuage LIDAR comme d'un fond de carte, comme d'un orthoplan. D'autres options également ici, qu'on utilise souvent, hein, ce sont des options pour découper le nuage sous forme de polygones, de cercles, de rectangles ou de formes quelconques obtenues avec cette icône là, qui représente un lasso, que la plupart d'entre vous connaissent, qui nous permet d'exclure des parties du nuage, d'inclure d'autres parties du nuage de façon très sélective pour travailler sur des parties de nuage. De la même façon, on peut générer des tuiles, des dalles qui permettent de fragmenter de très grandes surfaces en surface élémentaire et de rendre le traitement abordable avec une machine standard. Comme je vous disais, on n'est pas obligé d'avoir un super calculateur. Au lieu de dire j'ai un tas de terre de 40 mètres cubes à déplacer derrière chez moi, il faut que j'achète une brouette de 40 mètres cubes pour déplacer le tas de terre. Non, on va dire je vais faire 80 voyages de 2 mètres cubes. Non, là, ça fait beaucoup. Je me suis trompé dans la division. J'ai 40 mètres cubes, je vais faire 40 voyages de 1 mètre cube, une brouette. Enfin, c'est une grosse brouette là, hein, que j'ai pris. Voilà, mais tous les nuages comme ça sont segmentés en choses élémentaires. Que d'autres dans les menus qu'on peut aller voir là? Ah ben oui, sur le terrain, c'est joli. Il y a beaucoup d'autres représentations possibles hein, en fonction de la pente, de la rugosité, de l'aspect. Bon, on ne rentre pas très souvent là-dedans, hein, quand même, c'est un peu cosmétique ça. En termes de forêt également, on peut aller faire de la métrique sur un couvert forestier. Métrique en élévation, en intensité, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. En couverture de canopée, l'indice foliaire, c'est très intéressant, ça a du sens pour les forestiers, le gap fraction, etc., etc. On peut utiliser des équations, également de l'intelligence artificielle à ce niveau-là, pour aller faire des calculs de biomasse, de choses comme ça. On verra dans les résultats du traitement qui est en cours et qui sommeille un petit peu là sur 50%. On verra quelles sont les informations données par le traitement. Et puis ici, une autre option, TLS, c'est pour les données terrestres. Je ne vous ai pas dit, ALS Forest, c'est pour les données aériennes. Que pratique Inertech, TLS Forest, c'est pour les données terrestres, que pratique, d'ailleurs je le salue, Yvan, notre partenaire lyonnais, et qui lui a des données beaucoup plus précises, obtenues par un homme à pied, qui va parcourir, si on est dans la forêt, ça va généralement être des forêts de très, très grande valeur. Hein. Ça ne va pas être de la futée auvergnate, ça va être la forêt de Troncé, mais là, il pourra avoir le diamètre des troncs, par exemple. Donc, LIDAR 360 incorpore les deux extensions, données aériennes et données terrestres appliquées à la forêt. Voilà, je suis toujours à... Non, j'ai avancé un petit peu. Je suis à 50%. De quoi je peux vous parler encore? Pour patienter là. Les projections, on l'a envisagé. Ici, des choses très intéressantes. ICP registration, c'est un nouvel algorithme qui sort tout droit de l'université. C'est lorsqu'on a plusieurs nuages qui couvrent la même surface. Ça permet un calage automatique de ces deux nuages. De la même façon, on peut manuellement, avec la recherche de points de correspondance, caler
un nuage de points qui proviendrait d'un levé terrestre et d'un levé aérien. On peut combiner toutes ces données-là. La classification, on en a parlé. Bien, le reste, après, c'est des outils graphiques qui permettent d'avoir plusieurs fenêtres, de coordonner les fenêtres, bon, tout un tas de choses comme ça. Ici, ça, c'est pour lire les attributs d'un seul point. Et ici, une autre icône très intéressante, c'est pour faire de la sélection multiple de points. Alors là, je ne peux pas le faire parce qu'il va me dire que j'ai un traitement en cours, mais on peut aller cliquer à n'importe quel endroit du nuage, ce qui va créer un fichier XYZ que l'on peut enregistrer et qui vont nous servir, par exemple, à faire un contrôle qualité en altimétrie. 68%, je vois. Ici, une petite chose graphique, alors tiens, ça marche là, c'est pour augmenter la taille des points. On peut changer également la forme des points, on peut les mettre circulaires ou rectangulaires. Bon, on a un auto-size là qui permet normalement de garantir le meilleur effet visuel, ce que bon, j'évite, enfin, mais c'est mes pratiques à moi, hein. On peut avoir là des comportements différents, ça peut dépendre du nuage de données pour avoir le meilleur rendu à l'écran, le meilleur rendu visuel. On peut changer ces paramètres-là. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des menus. Au niveau de l'interface utilisateur, on voit ici un tableau de bord, hein, qui indique quels sont les traitements en cours. On peut également avoir sur la droite, là, retrouver les menus horizontalement. Moi, je préfère garder la surface de l'écran pour voir les données, sachant que cette partie-là, à droite, les menus, c'est exactement la même chose que le menu horizontal qui est là-haut. Donc ça, c'est un petit peu excédentaire. Par contre, la partie inférieure, là, est assez utile, hein, quand on enchaîne des traitements. C'est agréable de savoir ici ce qu'on est en train de faire et pour combien de temps il faudra attendre. Ici, quelque chose que je n'ai pas ou peu utilisé, mais qui est quand même potentiellement très porteur, c'est la possibilité de créer des fichiers de commande de façon interactive pour enchaîner des traitements et les rendre automatiques. De mon côté, j'évite ça parce que chaque traitement a besoin de ses paramétrages et le paramétrage du traitement N dépend souvent du rendu du traitement N-1. Voilà, votre souffrance est bientôt abrégée parce que ça se termine, on est à 93%. Mais là, je voulais vous laisser vivre en temps réel. Voilà, c'est terminé. Le traitement de segmentation, donc d'identification, d'individualisation des arbres sur une surface de 20 hectares dans un peuplement un peu hétérogène, mais c'est surtout des conifères quand même. Je vais rajouter ici un petit symbole sur chacun des arbres. Là, c'est purement graphique. Ça va arriver. Voilà, chacun des arbres est maintenant individualisé. Ici, j'ai une table attributaire que je vais afficher, qui me donne les caractéristiques des arbres. Ici, un identifiant. C'est une simple incrémentation de 1 à n. Ici, la localisation de l'arbre en latitude, longitude, latitude, on est en UTM 31, la hauteur de l'arbre, le diamètre de la couronne, sa surface, son volume. Et je peux donc on va aller chercher l'arbre le plus haut en cliquant ici. Non, je suis sur le volume, 8, j'ai dit l'arbre le plus haut. Ici, fait 33 mètres, il est là, et je peux aller normalement le localiser sur le terrain. Je vais le retrouver. Je dois avoir un cercle rouge quelque part. Voilà. Il est ici, il est là. Voilà. Donc ce fichier-là, évidemment, qui comporte ici, je ne sais pas combien de lignes, je ne sais pas, de quelques milliers sans doute, permet de faire de l'estimation de biomasse, d'approcher le cubage, sachant que là, dans le traitement de segmentation, on sait maintenant par expérience qu'on a une erreur résiduelle sur des conifères, hein, qui est
qui est d'à peu près 5%. C'est-à-dire que si je vous dis qu'il y a 3000 arbres, ben, c'est plus ou moins 5%. Les arbres, j'en connais pas, j'en connais la hauteur, j'en connais la localisation. Par contre, la grandeur que tous les experts forestiers voudraient, c'est le diamètre du tronc à hauteur de poitrine, puisque c'est une valeur standardisée, normalisée pour l'estimation du volume du tronc, le cubage. Bien là, nous n'avons pas le diamètre à hauteur de poitrine, nous avons le reste des informations. Donc, pour faire une approche du cubage, eh bien, il faudrait réaliser là une ou deux placettes pour faire des relations hauteur-diamètre. Généralement, on approche quand même ces volumes-là. On a actuellement un travail important fait avec l'ONF qui donne de très bons résultats. D'ailleurs, ce n'est pas des conifères, c'est sur les feuillus. Voilà, je passe la parole à Denis qui souhaite poursuivre avec je ne sais pas, je le laisse retrouver son diaporama. Alors, ben, c'était juste pour terminer ce webinaire et vous parler de l'IR, du IR5. Donc, je vais reprendre à partir d'ici. Hop, ben non, ça ne marchera pas. On va passer celle qu'on a déjà fait, de la formation LIDAR, pour arriver à notre LIR5. Donc, on va faire rapidement le LIR5, c'est donc le dernier LIDAR de Green Valley, des Green Valley International, dont nous sommes distributeurs. C'est un LIDAR qui pèse 1 kg, 1 kg avec le boîtier qui intègre le capteur Libox 1040 qui est distribué par DJI et qui est couplé à une centrale inertielle du Canadien Novatel. On rajoute 300 grammes de plus avec les deux antennes GNSS bifréquences, alors avec les constellations GPS, Galileo, GLONASS et Beidou, ainsi que des systèmes de fixation qui sont prévus pour être montrés sur des drones de type M200, enfin matrice 200, matrice 210 ou matrice 600. Et aujourd'hui, donc, je peux vous annoncer que le kit de montage pour le matrice 300 RTK sera disponible tout début juillet. Voilà, pour ceux qui sont déjà intéressés par le matrice 300. Bon, bah, pour les caractéristiques techniques, vous les avez en haut à droite. Hein, c'est une portée de 260 mètres avec 100 000 mesures secondes, 1.3 échos, comme on vient de voir, les données traitées par Jean-Paul, qui est complétée par une station de référence qui permet, lors du post-traitement, d'atteindre une précision de plus ou moins 5 cm sur sol nu, comme on a vu tout à l'heure. Le logiciel géoréférence qui vous permettra de fusionner les mesures de l'unité LIR5 avec ceux de la station de référence pour obtenir le LAS. Le LIR5 est doté d'une capacité de stockage de 128 gigaoctets, ce qui permet de stocker plusieurs séries de vols. Donc, en une journée, vous pouvez les enchaîner sans être obligé de récupérer les données à chaque vol. Donc, un seul télépilote expérimenté peut être formé en quelques heures à son utilisation. On a vu le principe de la calibration de l'IMU, de la centrale inertielle, en début, en fin de mission. On a vu le planificateur de vol que nous avons développé. En option, il est possible d'ajouter le capteur photo de 24 millions de pixels, ce qui permet de réaliser en même temps l'orthophoto géoréférencée et la colorisation du nuage. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à partir de juin, début juin, nous allons mettre un nouveau service à disposition pour nos clients. C'est le service de la location du LIR5, donc avec un prix jour que je peux annoncer aujourd'hui à 450 €. Donc, lors de la première location, vous devrez néanmoins passer une journée de prise en main pour connaître les spécificités, savoir utiliser le matériel. Et donc, après, vous aurez le choix de traiter vous-même les données brutes ou de confier à Inertech le traitement des livrables avec, comme vous avez vu, les modèles numériques, le cubage forestier, la cubature, les profils de terrain, les bassins versants. Voilà. Je vous laisserai revenir vers nous ou de contacter Marie pour avoir plus d'informations. Lors du premier webinaire, j'avais aussi mis des exemples de nuages de points. Je vais les remettre, donc vous pourrez télécharger et consulter en revisionnant ce webinaire qui, je l'espère, cette fois a bien été enregistré. Et vous voyez en haut aussi qu'il y a la version gratuite pendant 15 jours de la version 4.0 de LIDAR 360 que je vous invite à essayer.
Et donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire traitement de données LIDAR qui, je l'espère, qui nous l'espérons, vous aura permis d'apporter des réponses à vos questions. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, nous sommes maintenant à votre disposition pour y répondre. Sinon, vous pouvez aussi contacter Marie à contact@synertech.fr ou en visionnant notre site internet. Voilà pour la pub. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute, à votre disposition pour y répondre. Merci.